Syrie, quelle mouche a piqué les djihadistes d'HTS? Le groupe qui contrôle Idlib a lancé une vaste opération à moins de 10 km de la métropole d'Alep. Alep qui, elle, est contrôlée par les hommes de Bachar al-Assad. Dernier bilan, au moins 140 morts. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les djihadistes auraient conquis plusieurs localités. On s'y arrête avec vous, Wassim Nasr. Bonjour Wassim. Bonjour. Cette opération a commencé hier, mercredi. Est-ce qu'elle se poursuit aujourd'hui? Elle se poursuit même à l'heure où on parle, et c'est très important parce que ça fait 5 ans que les fronts sont figés dans cette région. Il y a des escarmouches, certes, entre les différents belligérants, mais les fronts sont figés. Et là, on voit sur la carte, ce qui est en bleu, ce sont les avancées depuis hier matin, donc même pas 48 heures. Alors on parle, ils ont pris la ville de Khan al-Assal et la ville de Sarakeb qu'on voit, et donc de fait coupé la M5 depuis ce matin. Donc la M5, c'est la route en jaune qu'on voit et qui est entre Alep et Damas. Ça, c'est les premières images hier matin d'une localité qui s'appelle Kaptan Jabal, et là on voit le bulldozer qui a été utilisé pour rentrer dans la localité. On a des vidéos de nuit hier, les préparatifs pour ce matin vers Sarakib, donc plus au sud. On va voir la vidéo. Donc là c'est un char donc soviétique, de fabrication soviétique, qui a été modifié par HTS pour en faire un transport de troupes, et pour éliminer, là on voit ce qu'il y a sur le devant du char, tout ce qui est mine antipersonnel, etc. Donc pour casser un front, vraiment pour passer de l'autre côté. On a des images de Joubas ce matin à l'aube, où on voit qu'ils sont rentrés dans la localité. Les voilà. Donc ce sont des localités frontalières qui sont largement abandonnées par les populations depuis belle lurette, j'ai envie de dire. Et on a aussi une vidéo de Ourem, donc qui est aussi une autre localité qui a été investie à l'aube ce matin. Et là, on voit certains habitants ont rejoint ces zones, donc qui étaient déplacés vers Idlib, mais d'autres ont décidé de quitter ces zones vers la zone d'Idlib. Donc il y a eu un aller-retour de civils, même s'ils sont très peu nombreux. On a aussi une image de Badis, donc avant la prise de Sarakib, donc c'est un nœud routier, où là on voit, ça c'est ce matin, où ils commençaient à envoyer ou à démarrer l'offensive vers Sarakib, donc important parce que c'est un nœud routier et parce que c'est là, ça coupe la route du M5 entre Alep et Damas. Vous avez aussi constaté le recours aux drones, et ça c'est notable. C'est notable parce que HTS a démontré une capacité en drone qui est assez importante. Mais avant de ça, on va parler de ça. Là, c'est la base 46. Donc la base 46, c'est là où il y a la brigade Quds. Donc ce sont des Palestiniens pro-régime qui combattent aux côtés du régime, mais c'est aussi la base utilisée par les gardiens de la révolution iraniens. Et donc là, c'est notable que les combattants d'HTS ont pu prendre cette base. Pour les drones, on a des images qui montrent en tout cas l'usage d'un drone avec un réacteur, là voilà, et pas à hélice. Donc par HTS, on va voir l'explosion, elle est assez importante. Donc ce qu'on savait déjà, que HTS avait cette capacité après l'attaque de l'école militaire de Homs il y a quelques mois, mais c'est la première fois que c'est revendiqué. Sur d'autres images, on va voir l'usage de mini-drones, donc contre un tank et des militaires syriens. Là, on voit ce qui nous rappelle quand même que tout ça, donc l'usage des drones, les drones modifiés, civils modifiés en militaire, tout ça a commencé en Syrie dès 2014 avec l'État islamique. On l'a vu après en Ukraine, mais là, on voit, on va dire, l'apogée de cette technologie. On a une vidéo qui a été divulguée hier, et là, voilà, de différents types de drones, donc utilisés par une unité de HTS qui est dédiée à l'usage des drones. Donc on voit, ça c'est Alep-Ville, filmé par drone, et donc on voit l'importance que prennent les drones dans ce conflit de part et d'autre. Pourquoi? Parce que aussi on va voir un Russe qui a été tué sur le front d'Alep, donc à l'ouest d'Alep. Là c'est la vidéo, c'est son véhicule. Et on va voir, donc c'est un mec des forces spéciales russes ou un mercenaire Wagner ou autre, on ne sait pas encore. On a une image de son cadavre, le voilà. Et surtout, il y a eu des vidéos qu'on n'a pas, mais que j'ai vues, mais qu'on n'a pas encore, qu'on peut pas encore diffuser, où on voit son arme anti-drone. Donc pour brouiller les drones, c'est une arme fabrication russe, mais sur d'autres images aussi qu'on n'a pas, malheureusement, mais que j'ai pu consulter, on voit que c'était un opérateur de mini-drones. Donc il avait une caisse de drones explosifs dans son véhicule. Et pourquoi c'est important? Parce que, on en a parlé ici déjà plusieurs fois, ces mini-drones étaient envoyés depuis les zones du régime contre les localités dans les zones rebelles, à Idlib, à l'ouest d'Alep, contre des populations civiles, on va dire de manière indiscriminée. Et ça créait du remous à l'intérieur de ces zones. Contre qui? Contre le groupe dominant, donc HTS, parce qu'à un moment, les habitants eux-mêmes se défendaient avec des fusils de chasse, etc., pour faire tomber ces drones, les empêcher d'attaquer les zones agricoles, etc.
Vous le disiez, Wassim, ça fait 4 ans maintenant que la région était plutôt calme. Il y avait eu cette trêve signée entre l'armée et le groupe HTS. Qu'est-ce qui pousse le groupe djihadiste à agir maintenant? Il y a plusieurs facteurs importants. Et là, on va voir des images aussi de l'attaque de Sarakeb aujourd'hui qui rappellent les débuts de la guerre en Syrie. Là, c'est des vidéos donc, de HTS. Donc ça, c'est une usine d'huile. À côté de Sarakeb, ça aussi c'était ce matin, ça nous rappelle les images de 2014-2015. Donc qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, en premier lieu, c'est le mécontentement des habitants d'Idlib et de l'ouest d'Alep du fait de l'inaction d'HTS en réponse aux attaques du régime répétées, etc., etc. Mais deux facteurs importants sont à prendre en considération. On en a parlé déjà aussi. On sait que les Israéliens ont tapé Sarakeb à plusieurs fois parce que c'est un hub des gardiens de la révolution iranienne, mais aussi des milices pro-iraniennes. Donc il y avait une opportunité à saisir pour les rebelles et pour HTS. Deuxième facteur important, toutes les tentatives du président turc Erdogan de se rapprocher d'Assad ont échoué. Il a fait beaucoup d'efforts qui n'ont pas été couronnés, on va dire, de succès. Donc, il a laissé faire d'une certaine manière HTS, donc pas directement les factions rebelles que la Turquie contrôle, mais on sait que la Turquie a des points de contrôle tout autour d'Idlib. Elle sait tout ce qui se passe à Idlib. Et donc, il leur a laissé les mains libres pour faire cette opération. Ça, c'est sûr et certain. Mais aussi, et le plus important, parce qu'au niveau de HTS, du commandement de HTS, ça calme les gens qui disent ça fait 5 ans qu'on fait rien, on veut rentrer chez nous, le régime s'attaque aux gens, HTS ne fait rien d'important. Il y a eu des manifs, etc., contre Joulani, le chef d'HTS, etc. Et là, c'est la matérialisation, la prise en considération de cette opportunité de contenter les locaux parce qu'il y a cette fenêtre qui s'ouvre à travers cette attaque. L'attaque est toujours en cours, on ne sait pas où est-ce qu'elle va s'arrêter. Le régime est pris par surprise ou pas? Le régime est pris par surprise parce qu'il s'y attendait pas et parce que aussi les forces qui le soutiennent dans cette zone, donc à l'ouest d'Alep, les forces pro-iraniennes sont très affaiblies par les frappes répétées par les Israéliens depuis un moment. Il n'y a pas de cause à effet entre les deux, mais il y a une opportunité qui a été créée par les frappes israéliennes, par l'échec des missives du président Erdogan, et ce qui a ouvert une brèche pour HTS. Et elle utilise cette brèche. On va voir où est-ce que ça va s'arrêter. Là, ils ont Alep-Ville en visu. Mais est-ce qu'ils vont être arrêtés avant ou pas? Est-ce que le fait de contrôler la M5 à nouveau va être une carte de négociation? Ou est-ce que ça va aller plus loin? On verra. Mais en tout cas, une opportunité a existé du fait de tous ces facteurs. Merci infiniment, Wassim.